Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Tommy Auger ce midi à Côte-Nord Attitude en co-animation. Bonjour Tommy. Hey, bonjour. T'es en forme? Malgré ouais. le temps triste. Joyeux Noël faut tout le pas le dire, monde. temps triste. Il en restait une mauvaise journée, faut croire, là. En mai, on en a toujours une mauvaise journée. Alors, on faudrait demander à monsieur Régis là du groupe Citoyens pour Ménarneau qui avait espéré l'annonce avant une prochaine tempête de neige. Est-ce qu'il Parlez pas de celle-là, hein? Non, c'est ça. Est-ce qu'il considère celle-là comme une tempête de neige? On ne sait pas. Non, peut-être, je pense, avant celle de l'automne, ça serait vraiment intéressant. C'est ce que je présume qu'il avait dans sa tête quand il a annoncé ça en conférence de presse la semaine dernière, dans un entrepôt très froid d'ailleurs. Oui. Tommy, aujourd'hui, on va d'abord s'entretenir avec la députée fédérale. Je l'ai rencontrée à 2 reprises sur le terrain la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est à Ottawa. On va lui parler en direct par téléphone dans quelques minutes. Entre autres, je l'ai rencontrée samedi. Là, il y avait des manifestants en face de l'édifice Joe Hébert, des gens entre autres du pénitencier de Port-Cartier qui ont un peu témoigné d'une situation très particulière. On reçoit pas son salaire, on travaille, on fait ses heures, puis on reçoit pas son salaire comme prévu. C'est quand même assez spécial, le système de paye Phoenix. Depuis plus d'1 an que c'est problématique. On va parler de ce sujet et bien d'autres. Elle était aussi justement au point de presse dont on parle, Marilyn Gill, pour appuyer, soutenir les gens d'affaires et le comité pour le projet Ménarneau. Donc, entrevue avec Marilyn Gill vers midi 15. T'as entendu parler de cette étude qui nous permet de conclure que le coût de la vie est plus élevé ici qu'ailleurs au Québec. Mais on va s'entretenir avec l'auteur de l'étude. C'est un chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Il s'appelle Philippe Hurtaud. On lui parle par téléphone, il est à Montréal. Oui. C'est une étude qui en fait évalue le panier de dépenses de base pour un ménage de 4 personnes à cette île, 56 634 $ par année pour rencontrer l'ensemble des dépenses de base. Là, on a mis l'électricité, le loyer bien sûr, l'achat de vêtements, la rentrée scolaire, toutes les dépenses incluses, même des vacances. Donc c'est inclus dans les dépenses de base bien sûr. Alors on en parle avec Philippe Hurtaud à compter de midi 25, un peu avant midi 30 en fait sur nos ondes. On aura aussi un retour, une entrevue où on fait un retour sur le 27e gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Ça avait lieu à la salle de spectacle Jean-Marc Dion. Une ambiance très agréable, semble-t-il. Es-tu allé, toi? Non, j'étais pas là, mais j'ai vu beaucoup de photos passer sur mon Facebook. Beaucoup de gens qui étaient très heureux de leur soirée. Évidemment, ceux qui ont remporté des prix étaient d'autant plus heureux du résultat. Est-ce qu'il y a un paradoxe à célébrer nos bons coups dans une période de ralentissement économique? Pas du tout, je pense pas. Hein? Au contraire, faut peut-être davantage. Il y en a eu des bons coups en 2015-2016 là à cette île, notamment du côté de Pavage Béton TC qui a modifié son usine là. Donc on a réussi à innover dans certains domaines du côté de cette île malgré le ralentissement directement lié à la chute des prix des métaux sur les marchés internationaux. En fin d'émission, Tommy, on reçoit Christelle Savard pour un projet concernant la petite enfance. Ben oui, une conférence qui aura lieu la semaine prochaine là, sur le thème l'importance du jeu dans le développement des tout-petits. Et on a un invité de marque, là, un professeur au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille au centre à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il se déplace jusqu'à cette île pour venir jaser de l'importance de jouer avec nos tout-petits. On va lui demander à Christelle Savard de l'Envol Maison de la famille qui s'occupe de différentes choses, dont Avenir d'enfants, différentes fondations, différents programmes. C'est important pour les tout-petits. Qu'est-ce que ça peut apporter aux tout-petits? Pourquoi on fait venir une conférence comme ça? Mais aussi, ça doit nous faire du bien, hein? Nous, les plus grands, de jouer avec les tout-petits. Donc, on verra ça avec elle tout à l'heure. Christelle Savard qui sera avec nous en fin d'émission. Voilà pour le menu de Côte-Nord Attitude avant cette série d'entrevues sur nos ondes. On vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Ben oui, ce sont deux jeunes hommes de Saguenay, Francis Boisseau-Tremblay, 25 ans, et Antoine Gillette, 24 ans, lui il est originaire de France, qui ont perdu la vie dans l'avion qui s'est écrasé à Shefferville dimanche soir. Il s'agissait de deux pilotes de l'appareil de la compagnie Exactair de Saint-Honoré à Saguenay. Deux avions d'Exactair effectuaient des travaux de prospection géologique dans le secteur de la rivière Kaniapisco pour le compte de la compagnie d'exploration minière Geodata Solutions, GDS. Donc, un seul appareil a atterri à l'aéroport de Shefferville dimanche soir. Sans nouvelles de leurs collègues, les occupants du premier avion ont donc alerté les autorités. Le lieu de l'accident a été retrouvé par hélicoptère et les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada sont arrivés à Shefferville hier soir. Un incendie spectaculaire de plusieurs véhicules neufs transportés par un camion remorque est survenu sur la route 138 près de Forestville hier à 15h30. Le conducteur est parvenu à immobiliser le chargement et à quitter la cabine avant les premières explosions. Un pneu s'est détaché du camion remorque et le frottement de la roue a fini par allumer un feu dans le réservoir d'essence avant de s'étendre à la cargaison de fourgonnettes et de voitures neuves destinées à Bécomo et Sept-Îles. La circulation a été perturbée pendant près d'une heure. La Sûreté du Québec rapporte des pertes de 250 000 $. Le coût de la vie est plus élevé à Sept-Îles qu'ailleurs au Québec, confirme une récente étude de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'étude évalue que le panier de dépenses de base pour un ménage de 4 personnes coûte à Sept-Îles 56 634 $ par année. Il s'agit du montant le plus élevé sur 7 villes évaluées par l'étude sur le salaire viable au Québec. C'est 4 600 $ de plus qu'à Québec. Trois-Rivières obtient le meilleur résultat avec un panier de produits de base de 49 849 $ par année. Les Sédiliens payent plus cher pour la nourriture, les vêtements et surtout les déplacements. L'IRIS estime que le salaire viable d'une famille de Sept-Îles s'établit à plus de 18 $ de l'heure, non seulement pour couvrir ses besoins de base, mais se doter d'une marge de manœuvre pour sortir de la pauvreté. Les travailleurs à l'emploi d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord se prononcent jusqu'à vendredi sur des offres finales de la compagnie. Le coordonnateur des métallos, Nicolas Lapierre, qualifie la proposition de clairement insuffisante. Les négociations intensives, avec un médiateur ont pris fin avec le dépôt de l'offre finale de la compagnie samedi. Elles ont permis quelques avancées selon le syndicat qui recommande tout de même un rejet global. Pour l'instant, les dirigeants des métallos réservent leurs commentaires pour les membres qui sont convoqués à la rencontre de leur unité syndicale. Les 2000 travailleurs de la mine de fer du Mont-Wright, du transport ferroviaire de Fermont à Port-Cartier et de l'usine de bouletage ont déjà voté à plus de 99% pour accorder un mandat de grève. L'Association de protection de la rivière Moisy prend acte des revendications des Inuits d'Ouachat-Macmalliotenam. Le conseil de bande Itum a annoncé hier la volonté de la communauté de reprendre le contrôle de toute la gestion des pêches du saumon. Le vice-chef Jonathan Saint-Onge veut que tous les droits de pêche et toutes les fosses soient gérés par les Autochtones à partir de 2018. On a vu juste une petite partie de la rivière Moisy. Maintenant, les Inuits veulent pêcher dans les meilleures fosses, comme au Club Adens. On veut avoir le droit d'aller pêcher où ce qu'on veut et faire la gestion de cette rivière. Puis, on va faire des plans d'action pour que le gouvernement respecte ce qu'on a à dire et puis reprendre notre rivière. Et je veux dire aux utilisateurs de la rivière Moisy de ne pas s'inquiéter car vous serez nos futurs clients. Le conseil de bande a prévenu le gouvernement du Québec, les pourvoiries concernées et l'Association de protection de la rivière Moisy des nouvelles revendications de la communauté d'Ouachat-Macmalliotenam. Le vice-chef Saint-Onge assure que la protection du saumon est au cœur de la démarche. L'Association de protection de la rivière Moisy espère que le gouvernement du Québec va consulter dans le processus de négociation avec le conseil de bande. Le président de l'APRM, Yves Girard, remarque que le dossier est politique. Il s'attend à de longues discussions entre Québec et les Inuits à la suite de la proposition effectuée hier par Itum. L'APRM et le conseil de bande sont partenaires depuis plusieurs années pour assurer la protection du saumon. L'APRM et Itum souhaitent aussi depuis un certain temps, tous les deux, la réalisation d'un projet de réserve aquatique permanente sur la rivière Moisy.
Les deux députés provinciaux de la Côte-Nord ont rencontré des gens d'affaires de Sept-Îles et de Port-Cartier hier dans le cadre de la tournée Priorité PME. Le député de René-Lévesque, Martin Ouellette, souhaite que le gouvernement réduise la bureaucratie et soutienne les exportations par les entreprises de la Côte-Nord. Le député péquiste réclame des moyens pour que les villes de Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles retrouvent leur vitalité économique. Martin Ouellette demande aux libéraux d'accélérer les démarches pour Mason Graphite et Mine Arnaud. Le député de Baie-Comeau appuie la députée de Duplessis, Lorraine Richard, et le milieu économique de l'Est de la Côte-Nord dans les démarches pour obtenir un fonds de diversification économique. Martin Ouellette croit que la région doit faire front commun pour relever les défis liés au ralentissement actuel. On vous invite à faire attention, c'est plutôt glissant sur les routes de Sept-Îles et Port-Cartier. Les policiers notent quelques sorties de route, d'ailleurs, dont une ce matin près du barrage Sainte-Marguerite. La route 138 est enneigée de Baie-Trinité jusqu'à Havre-Saint-Pierre également. Ça complète nos actualités régionales. On s'entretient avec la députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. Moi, c'est Iris. Et les lunettes solaires, la santé oculaire, ça me fascine. Comme le soleil brille, il faut penser à protéger nos yeux des rayons UV, même par temps nuageux. C'est pourquoi les boutiques Iris proposent de brillantes offres. Jusqu'au 30 juin, économisez 25 $ sur les lunettes solaires sans prescription et 100 $ sur les lunettes solaires avec prescription. Certaines conditions s'appliquent, alors visitez iris.ca pour tous les détails. Et cet été, soyez stylés en toute sécurité. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796. On vient encore de redéfinir l'intelligence. Ça fait 51 ans que la série F repousse les limites. Et avec des caractéristiques disponibles sur le F-150 telles que le Pro Trailer Backup Assist, on n'est pas prêt d'arrêter. Louez le F-150 XLT 4x4 2017 Super Crew de 5 litres à 0,49% jusqu'à 36 mois avec 3 725 $ d'acompte. C'est-à-dire 199 $ aux 2 semaines. Robuste, intelligent, compétent, imbattable. Visitez trouvervotreford.ca. Certaines conditions s'appliquent. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, la députée fédérale, était très active sur le terrain dans son comté la semaine dernière. Je l'ai rencontré, entre autres, on l'a rencontré ensemble, à la rencontre de presse là du comité Oui à Mine Arnaud. Également samedi, lors de la manifestation des travailleurs de l'État concernant le système de paye Phoenix. Cette semaine, elle est à Ottawa. On l'a rejoint à son bureau à Ottawa présentement. Marilyn Gill, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Du côté d'Ottawa, là, on a de la neige à Côte-Nord. T'es parti au bon moment? Oui, faut que je fasse semblant qu'il y a de la neige ici aussi, alors. Dis-moi, les gens du pénitencier de Port-Cartier, là, t'as discuté avec plusieurs samedi devant l'édifice Joe Hébert sur le boulevard L'Or à Sept-Îles. Ils subissent vraiment, ces gens-là, les ratés de Phoenix, là, depuis plusieurs mois déjà. C'est quand même pas évident, là, sur le plan finances personnelles, tout ça. Non, c'est pas évident sur le plan finance personnelle puis sur le plan, je dirais, personnel tout court. J'étais également jeudi avec eux pour la distribution de tracts à l'entrée le matin, sous la pluie, vers 6h30, où les gens, justement, m'expliquaient que pour certains, ça va jusqu'à une dizaine de milliers de dollars, dont il a été amputé dans presque la dernière année, là. Ça fait pas tout à fait une année. Même chose, des payes qui sont toujours inconstantes, donc on peut se retrouver un matin avec 7 $ de paye, 105 la semaine suivante, mais jamais savoir à quoi s'attendre. Puis en plus, c'est qu'à toutes les périodes de paye, mais il y a une nouvelle victime. On sait jamais sur qui ça va tomber. Donc on dit oui économique, financier plutôt, mais en même temps toute la question de l'anxiété que vivent les travailleurs en sachant jamais ce qui va arriver, puis lié aussi à l'endettement, parce que si on n'est pas capable de payer
payer son loyer, son hypothèque, l'épicerie. On met ça sur une carte de crédit, mais ça, c'est pas remboursé par le gouvernement. Le pourcentage d'intérêt que les gens doivent payer. Puis c'est pas tout le monde qui a accès au crédit non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dossier comme ça, là, à part manifester sur le boulevard à Sept-Îles avec des gens du pénitencier, entre autres? C'est pas la faute du gouvernement Trudeau, mais il est pas vite à agir non plus. C'est quand même une grosse compagnie qui est derrière ça, le système Phoenix, là. C'est surprenant qu'on soit pas capable de régulariser. Exactement. En fait, savoir qui est le coupable. Bon, on a vu en comité, par exemple, tout le monde s'est lancé la balle, là, tant les conservateurs que les libéraux, mais en fait, je pense pas que c'est ça qui intéresse les travailleurs. En effet, vous l'avez mentionné, c'est un gros point, c'est IBM. IBM, c'est pas une toute petite entreprise. Donc, ce qu'on se demande, nous, c'est pourquoi le comité ne demande pas à rencontrer IBM non plus. On devrait demander, on demande un service, ça devrait fonctionner. On a des problèmes, bien sûr. IBM dit que c'est pas de son ressort, donc ce serait les gens qui seraient incapables de faire fonctionner le logiciel, mais c'est très flou, c'est très nébuleux, on ne sait pas vraiment ce qui en retourne. Quels sont tous les problèmes par rapport à Phoenix, puis quelles seraient les solutions. Certains que si on veut avoir des solutions, il faut connaître quels sont les problèmes exacts, puis je dois dire qu'on n'arrive pas à avoir de réponse là-dessus. Ce que je souhaite, c'est que vous dites au-delà de manifester, c'est certain que je suis heureuse que les gens le fassent. Premièrement, parce qu'il faut que les gens soient au courant. Je trouve que ça passe vite. Là, vous nous donnez l'occasion d'en parler, mais par exemple, les médias nationaux, on en parle très, très vite. Mais c'est quand même 70 000 fonctionnaires, donc 70 000 familles au Canada qui sont aux prises avec la situation. Donc oui, manifester, mais qui est aussi, ce que je trouve intéressant dans la formule, c'est que c'était tous les députés de n'importe quel parti, tout parti confondu, qui se mobilisaient pour aller manifester, pour dire oui, nous on va prendre la parole aussi pour nos travailleurs, pour mener ça à Ottawa, pour que justement ça bouge plus vite. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que ça bouge du tout. C'est toujours de mal en pis. En plus, on a annoncé un comité ministériel, entre autres avec le ministre des Finances, ministre Morneau, pour régler la question, mais évidemment, si IBM parle de conseillers spécialistes, si on est obligé d'engager des conseillers supplémentaires, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement pour les aider dans la tâche, je crois pas qu'un comité ministériel soit vraiment la solution. Donc, faudrait travailler autrement et non pas avec des ministres qui ont peut-être autre chose à faire où ils peuvent être plus pertinents, disons. Madame Gill, je vais faire peut-être un parallèle boiteux, mais disons que je suis chez nous, je m'achète une nouvelle balayeuse hyper technologique, puis elle marche pas. Ben, je vais ressortir mon bon vieux balai, puis je vais régler, quand même la ramasser, la poussière. Avec un système comme ça qui est supposé être technologique, qui est supposé très bien fonctionner, mais qui ne fonctionne pas, pourquoi on ressort pas l'ancien système ou un système peut-être plus archaïque, mais qui au moins va assurer que les gens soient payés? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je la trouve même pas boiteuse, votre comparaison. Je trouve que c'est exactement ce qui se passe. On est en train de faire des recherches, justement, parce qu'en Australie, ce système, on dit que Phoenix a été installé là-bas. C'est d'ailleurs ce que disaient aussi les travailleurs cette semaine. Mais eux, ils ont décidé, justement, de s'en départir du système. Après, je crois, plus de 5 ans, d'essayer d'arriver à le comprendre, puis à ce que ça fonctionne de façon optimale, mais on a abandonné. Puis présentement, ce qui arrive, c'est que tous les bénéfices qu'on croyait obtenir en utilisant Phoenix, ils sont pas au rendez-vous, mais pas du tout. Au contraire, c'est des dépenses supplémentaires. Ouais. Mais les gens ont besoin de leur argent là. Oui, est-ce qu'il y a une solution là? Là, présentement, c'est ce qu'on a de besoin. Phoenix, on le réglera dans 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais là, les gens ont besoin de leur argent maintenant. Exact. Moi, je pense que c'est une question de volonté parce que je pourrais même répondre par une question en disant que je trouve étonnant le fait qu'on n'arrive pas à payer les fonctionnaires, mais qu'on soit capable, par contre, d'offrir des primes au rendement aux personnes qui ont géré Phoenix pendant la dernière année. Donc, pour moi, c'est quand même assez étonnant et qu'il y ait des gens non plus qui veulent pas parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des systèmes de paie parallèles. Il y a des gens qui sont organisés pour que des systèmes de paie parallèles pour être en mesure d'être payés. Donc, moi, ça me surprend énormément. Je me demande comment fait le gouvernement pour être en mesure de donner des primes à certaines personnes puis de pas donner leur dû à certains travailleurs. Tommy Auger, toi et moi, on se souvient de la position concernant Mine Arnaud, de l'ancien député qui nous représentait à la Chambre des communes, Jonathan Jeunesse-Jourdain, qui était opposé carrément au projet Mine Arnaud. Là, si j'ai bien compris, la députée du Bloc québécois, elle est tout à fait pour, là, elle fonce, elle appuie à 100% les gens du comité oui à Mine Arnaud à cette île.
Non, en fait, j'étais présente à la conférence de presse. Donc, pour moi, le fait d'être présent à une conférence de presse signifie pas que je suis pour ou contre. Les journalistes, c'est peut-être un peu la même chose. Donc, on y va pour avoir de l'information. J'ai été avisée, j'étais justement à cette île pendant quelques jours. J'ai été avisée qu'il y avait la tenue d'une conférence de presse. Donc, j'ai décidé de me présenter, d'aller voir ce dont il en retournait, parce que moi, j'avais pas eu le communiqué. J'ai pas la chance des médias d'avoir les communiqués auparavant. Donc, je vais aller voir de quoi il en retournait. Mais c'est certain que je suis une représentante. Moi, j'entends comme représentante, évidemment, je représente l'ensemble de la Côte-Nord. Il y a des volontés populaires. Et évidemment, quand les gens me demandent un coup de main, je leur donne un coup de main. J'ai rencontré tant des gens qui étaient contre Minarno, plutôt durant mon mandat, même chose que des gens pro-Minarno. Mais évidemment, c'est pas à moi de décider ce que la population veut, mais bien à la population. Mais vous avez une opinion, là. Si vous avez entendu les deux côtés de la médaille, vous devez avoir une opinion. Ben, une opinion, c'est pas une opinion, ça reste très subjectif. Puis je dois vous dire que non, j'essaie pas de mener mon mandat par l'opinion, parce que l'opinion pour moi, j'ai dit c'est subjectif, ça concerne une personne. Moi, ce que je veux faire, c'est représenter. Je regarde ce qui se passe, bien évidemment, je suis intéressée par tout ce qui se passe. Et puis pour moi, ça va être de voir de quelle façon on va procéder. Et évidemment, si la population est d'accord, mais je vais aller avec elle. Puis si elle est contre, ben je vais voir avec elle de quelle façon moi je peux les supporter, si toutefois les gens ont besoin de ce type de support-là. Mais c'est certain que je vais être intéressée par tout ce qui est développement économique, mais en même temps, j'étais au comité de pêche océan ce matin pour les zones de protection marine, donc je m'intéresse également à l'autre côté. Je peux pas avoir des ornières puis regarder seulement une chose. Mais évidemment, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la circonscription. Donc pour vous, on doit poursuivre le projet, aller de l'avant et surveiller de très près les choses qui préoccupent certains citoyens. Là, vous êtes en train de me mettre des mots dans la bouche? Ben, j'essaie juste de clarifier un petit peu votre position. Il n'y a pas le fait d'être plus clair, je suis représentante. Donc, moi, je représente la volonté majeure. Je suis pas là pour dicter aux gens qu'est-ce qu'ils veulent comme projet. Ben, franchement, moi, comme je suis une élue, mais comme citoyenne aussi, avoir quelqu'un qui me dit ce que je dois penser, j'aimerais pas le faire. Par contre, il y a des mouvements. Et c'est normal, dans une société, il y en a plusieurs. Là, on a l'impression de le voir très dichotomique. Là. D'un côté, il y a les oui, de l'autre côté, il y a les non. Mais j'imagine qu'il y a une zone grise aussi dans le milieu. Moi, j'ai pas le choix de prendre le pouls de tout le monde. Puis s'il y avait une autre conférence de presse, j'avais été sur place pour un tout autre sujet, j'aurais été là également. Et évidemment, comme j'ai dit, c'est que je serai toujours un support pour la communauté. Oui, j'ai appuyé la coalition Avenir Agir. C'est-il Agir Avenir, évidemment, oui. dans le sens d'une implication citoyenne, pour moi, ça allait de soi. Je l'ai appuyé, bien évidemment, ouvertement, même en ondes avec vous. Mais je pense que c'est pas je pense que ma position est claire, je ne ferai pas un mandat avec de l'opinion. Et puis oui, je vais appuyer les gens et dans leur volonté. Évidemment, c'est très malheureusement, il y a toujours quelqu'un ou heureusement quelqu'un qui gagne d'un côté ou de l'autre. Et gérer avec cette majorité-là, je suis là pour les gens et non pas contre eux. Dernier petit sujet rapidement, Madame Gill, là, les brises-glaces, là, dans votre semaine de terrain la semaine dernière, heureusement, vous n'aviez pas booké de rendez-vous à Blanc-Sablon ou en Basse-Côte-Nord. Je suis pas sûr que vous auriez pu aller rencontrer les gens, là. Est-ce quand même juste 2 semaines et pas à toutes les années? Des brises-glaces, est-ce qu'on devrait investir vraiment beaucoup d'argent pour des bateaux qui servent une petite période? Tout le monde en Basse-Côte-Nord va dire oui. Qu'a dit la députée? Ben, en fait, les gens en Basse-Côte-Nord vont dire oui. Puis moi, j'ai fait des entrevues, entre autres, à CBC par rapport à ce sujet-là, où on le voit vraiment, on voit pas le contexte en entier. On nous dit est-ce qu'on doit avoir des brises-glaces ou pas avoir de brises-glaces. C'est seulement quelques journées, évidemment, comme vous le dites, c'est une possibilité. Et puis là, on voit le contexte seulement de la Basse-Côte-Nord, donc on a des questions de sécurité, alimentation, etc. Tandis que j'avais aussi parlé de Rio Tinto, que le bateau qui avait été pris dans les glaces dans le Saguenay. Là, on a dans un aspect plutôt économique, attirer les entreprises, etc. Quand on n'arrive pas à faire débarquer la bauxite au port, ça c'est une chose. Et puis je pense que oui, pourquoi pas les brise-glaces. On est en manque de brise-glaces. Première des choses, donc on est déjà lacunaire. Il y en a 5, il nous en faudrait 11. En plus, les brise-glaces sont pas de taille suffisante. Donc on a beau dire on en a envoyé 3, mais on a commencé par le plus petit et ça n'a pas fonctionné. Un moyen pas fonctionné, plus gros pas fonctionné non plus. On a une problématique pour ça, mais en même temps, ça occulte toute la question de la route.
Parce qu'en fin de compte, on veut désenclaver la Basse-Côte-Nord et ce dont on nous parle, c'est seulement de traversiers ou d'avions ou de l'hiver. Mais reste qu'il y a une partie du territoire qui est enclavée. On n'arrive pas, c'est comme des îles. On n'arrive pas à les joindre. Donc, je pense que c'est pas juste une solution on peut même pas dire à court terme pour ce qui est des brise-glaces. Parce que les brise-glaces, ça prend une dizaine d'années avant de les avoir construits. Le prochain que le gouvernement va avoir, ça va être en 2023. Donc, c'est pas des solutions à court terme. Et évidemment, la route non plus, mais je pense que ce serait quelque chose à envisager aussi pour pas faire ce qui a l'apparence d'être des économies de bout de chandelle, parce qu'en fin de compte, c'est très coûteux aussi les brise-glaces, l'entretien aussi. Donc, moi, je pense qu'on devrait penser à une route. Bon. Eh bien, Marilyn Gill, Tommy, on va laisser notre députée aller dîner quand même. Elle, à Ottawa, va peut-être pouvoir faire ça sur une terrasse, pas nous à cette île. Non, pas aujourd'hui. Ah non, j'ai trop chaud, moi, ici. J'ai hâte de retourner chez nous. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Service, réception, passe, attaque. Cette île est volée du 4 au 7 mai pour la 39e édition du tournoi de volleyball Orange Alouette. Une édition record avec 405 équipes, 346 du volley régulier et 59 du mini-volley venus de partout au Québec et du Labrador. 800 matchs sur une vingtaine de terrains en 4 jours à Sept-Îles et Ouachat Mac-Maniotenam. Le tournoi Orange Alouette, c'est plus que du volley. C'est la fête et de la musique avec Matraque le jeudi, Lobster Country Band le vendredi et Alain-Denis Fleury et Cassandre Baudin ainsi que Show Must Go On le samedi lors de la soirée exclusive aux participants. L'entrée pour les sites principaux de compétition et le volley-bar le jeudi est au coût de 5$ pour les non-participants et pour la soirée du vendredi, 20$. Pour tout suivre sur la 39e édition, visitez le www.tournoi-orange.com ou sa page Facebook ou rendez-vous dans les gymnases. Bon tournoi Orange Alouette à tous! Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, Tommy, il y a une étude de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui porte sur les dépenses de base, qui inclut la ville de Sept-Îles. On évalue, notamment pour une famille de 4 personnes à Sept-Îles, un coût de la vie, 56 634 $. Et on conclut pratiquement que le coût de la vie est plus élevé à Sept-Îles. On a évalué 7 villes. On va s'entretenir de la méthodologie, des conclusions de cette étude, qui porte en fait sur les conditions d'un salaire viable au Québec en 2017. Un des chercheurs, un des auteurs de l'étude est avec nous. Philippe Hurtaud, bonjour. Monsieur Hurtaud, bonjour. Bonjour. Alors, c'était vraiment à la base là sur les conditions d'un salaire viable au Québec. Ça s'inscrit bien dans le débat sur le salaire minimum? Ben oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est grosso modo, ce serait quoi un salaire pour permettre aux bas salariés, pour permettre d'entamer une sortie de la pauvreté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui, malgré le fait qu'ils travaillent, sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, sont pas capables de couvrir leurs besoins de base ou ont de la misère à couvrir leurs besoins de base. Donc, on s'est dit, ce serait quoi le niveau de rémunération pour justement que les bas salariés aient un niveau de vie viable, finalement. Donc, de là, l'idée d'un salaire viable. Pour faire ça, il faut première question. Deuxième question, pour réussir à savoir c'est quoi un niveau de salaire viable, il faut qu'on voit quel est le coût de la vie pour ces bas salariés-là, pour justement qu'ils aient suffisamment de ressources monétaires pour, couvrir les besoins de base d'alimentation, logement, etc., mais aussi avoir une marge de manœuvre budgétaire dans leur budget pour être capable de faire certains choix pour eux, être capable d'avoir une certaine flexibilité, par exemple, manquer une journée de travail pour cause de maladie, sans que ce soit une catastrophe budgétaire en raison de la perte de salaire. Ce genre de petite marge de manœuvre, il n'est pas question du tout que ce soit des gens qui accèdent à la classe moyenne, mais vraiment la première marche, disons,
d'une sortie de pauvreté. Et comme vous l'avez dit, pour cette île, si on prend l'exemple, parce qu'il y a plusieurs exemples, on a personne seule, une famille monoparentale, mais on a, disons, pour la famille, disons, 2 parents, 2 enfants, on voit que pour atteindre un seuil de vie viable, il faudrait que cette famille-là ait en revenu net, là, après impôt, autour de 56 000 $ pour atteindre un niveau de vie décent à cette île. Oui, je regarde l'étendue géographique de votre étude. Je me dis, on est chanceux à cette île d'avoir des chiffres comme ça, parce que seulement 7 villes, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, ça c'est les plus grosses villes du Québec pratiquement, et cette île, comme ça, dans le nord du Québec. Ça fait 2 ans que en fait, on fait l'étude aux 2 ans, et c'est la 2e fois que cette île est inscrite. Comment ça fait qu'on est dans votre étude? Ben, en fait, c'est que notre indicateur du salaire viable, on le construit année par année. Au début, la première édition, par exemple, on avait simplement Montréal et Québec. On a étendu ensuite à Saguenay, à Sept-Îles, à Trois-Rivières et là, bon, à Gatineau, à Sherbrooke. L'idée, c'est que on veut avoir des villes, qui sont représentatives quand même d'une certaine diversité de la vie au Québec, et donc avoir une ville, disons, plus, disons-le comme ça, excentrée comme cette île, nous donnait un bon exemple de ce que c'est. Et ce qui est le cas de d'autres villes au Québec qui sont aussi excentrées. Donc, on aurait pu aller du côté de Rouen, par exemple, de l'autre côté complètement de la province, pour justement avoir une idée des différentes, de la disparité des coûts de la vie, pour après ça se donner une bonne idée, parce qu'en fait ce qui nous intéresse, c'est toujours en lien un peu avec l'enjeu du salaire minimum, c'est-à-dire si le salaire minimum actuellement est insuffisant pour donner un niveau de vie décent aux bas salariés, est-ce que ça se peut que dans certaines municipalités, la situation soit encore pire que dans d'autres. Si le niveau actuel est pas suffisant dans la majorité des cas qu'on a étudiés, on se voit qu'un cas comme cette île, les écarts sont encore plus importants. Depuis hier, le salaire minimum est à 11,25 au Québec et le salaire viable à cette île, tout dépendant de la situation des gens, varie entre 14,23 et 18 et 78. Donc, on voit qu'il y a un écart très important par rapport au niveau actuel du salaire minimum. Mm-hmm. Et on a bien compris, en fait, la vision derrière cette étude-là. Dites-moi, qui est exactement Iris, là? C'est pas l'Institut Fraser, là, on a bien compris. Vous êtes un centre de recherche socio-économique. C'est des gens de l'Université du Québec à Montréal, surtout, vos chercheurs? Les chercheurs sont assez diversifiés, en fait, qui viennent de plusieurs horizons, de plusieurs parcours. L'IRIS est un institut de recherche indépendant, donc on n'est pas lié à une université. On est ce qu'on appelle un think tank de gauche, donc un groupe de recherche qui reconnaît, disons, qui essaie de faire valoir une certaine vision de l'économie, d'analyse socio-économique en faveur de la justice sociale, d'une meilleure redistribution de la richesse, d'une meilleure justice environnementale, ce genre d'enjeu. Donc oui, effectivement, quand nous, on se pose la question du coût de la vie, des niveaux de rémunération, et ça, je le dis sans aucun problème, on a ce qu'on pourrait appeler un préjugé favorable pour les bas salariés, c'est-à-dire comment améliorer la condition de vie de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer notre indicateur sur le salaire viable. C'est un concept qui vient des États-Unis. On appelle ça le living wage. On a traduit ça dans les années 60 par salaire décent. Nous, on préfère l'utilisation d'un salaire viable. C'est-à-dire, effectivement, il nous semble important que dans une société riche comme la société québécoise, le salaire d'entrée sur le marché du travail soit un salaire qui permette effectivement une sortie de la pauvreté, ce qui est pas le cas présentement. Oui. Et je reviens sur la méthodologie de cette étude qui permet de conclure que le coût de la vie est plus élevé à cette île. Je regarde le tableau, le panier des dépenses et salaires viables pour la famille de 4, Montréal, Québec, puis tout ça, on compare les chiffres. C'est beaucoup le véhicule, les déplacements à cette île qui coûtent plus cher, même si on a inscrit 0 chez nous en transport en commun. On a probablement calculé 2 voitures pour une famille de cette île à cause de la réalité, Oui, c'est ça. En fait, les 2 raisons que le coût de la vie est plus haut à cette île, c'est d'abord la nourriture, les coûts de nourriture qui sont plus importants, mais aussi les coûts de transport, précisément à cause de ce que vous avez dit. Pour une famille de 4 qui doit partir le matin, aller porter des enfants à la garderie, aller travailler, revenir, c'est pas viable dans une journée. Le réseau de transport
à cette île ne permet pas de le faire de manière assez efficace, assez rapide pour que les gens se passent de l'automobile finalement. Et donc, qui dit qu'on a un recours à l'automobile, c'est des dépenses supplémentaires. Un auto, là, le coût d'amortissement, d'entretien, essence, tout ça, en moyenne, là, évidemment, ça dépend de l'automobile, en moyenne, c'est 6 000 $ par année, versus un coût, disons, de passe mensuelle d'autobus dans les différentes villes québécoises qu'on a étudiées. Un coût de passe mensuelle, c'est autour de 1 000 $. Donc, on voit là où il n'y a pas de réseau de transport en commun adéquat pour la réalité des familles, c'est des dépenses supplémentaires très importantes. Et qui dit dépenses supplémentaires importantes, quand nous on calcule c'est quoi un panier de consommation viable, ça le fait augmenter substantiellement. Monsieur Hurtaud, donc le panier de services là, comprend la nourriture, les transports, plein de choses. Quelqu'un qui gagnerait là, le montant que vous avez calculé là, pour réussir à survivre à cette île, soit 52 745 $. Disons là, que un couple avec 2 enfants font exactement ça dans l'année à la fin là, sur leurs impôts, c'est exactement ça. Est-ce qu'ils finissent par avoir de l'argent pour économiser pour la retraite, pour leur vieux jour, ou on y va, on survit d'année en année? Non, on est vraiment dans le quotidien. Là. Nous, c'est vraiment l'idée, comme je disais un peu au début, c'est pas des niveaux de vie très élevés là. Quand notre panier de consommation viable, ça reste des paniers de consommation, un panier de consommation assez serré, comme par exemple un poste de dépense pour les soins dentaires à 300 quelques dollars. On voit bien rapidement que pour une famille de 4, 300 $ de soins dentaires, ça passe très vite. En tout cas, on espère que les enfants n'aient pas trop de caries parce que sinon on a un sérieux problème. Donc c'est sûr que c'est des gens, ça reste serré, mais ça permet de faire certains choix. Par exemple, on a mis dans le cas de un 1 500 $, un 2 000 $ de frais de vacances annuels. Donc ça, c'est aussi un coussin. C'est-à-dire, on veut permettre aux familles de prendre 2 000 $ de frais de vacances. À 4, ça va vite. Là, c'est quelques jours de camping. On veut permettre un certain coussin, c'est-à-dire oui, on voudrait que les gens puissent prendre des vacances en famille, qu'il y ait les moyens de pouvoir prendre des vacances en famille, mais concrètement, là, dans la vie réelle, si je peux dire, il y a des fortes chances que ce 2 000 $-là ne soit pas utilisé à des fins de vacances, mais soit utilisé pour avoir peut-être meilleure alimentation, pour se payer des petites sorties de temps en temps. Mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Peut-être, mais on pourrait espérer mettre de l'argent de côté pour l'avenir. Ou même, en fait, beaucoup plus concrètement, là, surtout dans le cas d'une famille de 4, on le sait que ça va vite. Les journées de travail qui sont manquées parce que les enfants sont malades, ce 2 000 $-là peut tout à fait servir pour venir compenser certaines pertes de salaire. Donc, c'est toute une idée. Monsieur, de se donner une certaine marge de manœuvre aux gens. Monsieur Hurtaud, tous ces postes-là, on a mis les mêmes montants là, dans les 7 villes du Québec, là, les soins personnels, soins dentaires, soins des yeux, l'électricité, le téléphone, l'Internet, la câbleau, diffusion. On a tout inclus ça, des postes budgétaires, l'éducation. C'est pas mal les mêmes montants partout au Québec. C'est vraiment la nourriture où on a mis une variante. Comment on a fonctionné? Êtes-vous venu faire une épicerie à cette île, vous? Non, mais en fait, on prend les données qui sont disponibles. En fait, il y a des montants qu'on sait qui sont fixes. Peu importe, on habite où sur le territoire. Par exemple, l'hydroélectricité, les tarifs d'Hydro-Québec, c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, mais on chauffe plus ici qu'à Montréal. Oui, bon, ça, effectivement, mais ça, nous, on prend, c'est les coûts moyens. Donc, là, bon. On est encore dans la neige aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. Mais donc, il y a effectivement des chiffres qui sont les mêmes dans chacune des localités. Après ça, dans d'autres, pour d'autres postes de dépenses, on a les données, disons, régionalisées. On a des données qu'on peut aussi travailler en partant de la moyenne québécoise, qu'on a les informations nécessaires. Par exemple, le panier alimentaire, c'est ça qu'on a fait. Hein. On a le panier alimentaire de base, on connaît son coût moyen pour le Québec, et après ça, on a les indicateurs qui nous permettent de faire varier ce coût-là en fonction des disparités régionales, ce qu'on peut pas faire pour l'ensemble des postes de dépenses. Par exemple, les frais dentaires, il n'existe pas d'informations qui nous disent est-ce qu'à Montréal, à Gatineau et à Sept-Îles, les dentistes chargent les mêmes choses? Il n'y a pas de registre pour avoir cette information, donc on est obligé d'utiliser les coûts moyens et de les reporter à l'ensemble de la province. C'est une analyse quand même assez prudente, mais c'est une étude très intéressante. C'est disponible sur le web, hein? L'Institut de recherche et d'information socio-économique, on vous retrouve assez facilement.
Ah oui, vous êtes Iris Recherche dans Google et vous laissez faire l'algorithme après. Monsieur Philippe Hourteau, chercheur à l'Iris, un gros merci pour cette entrevue en direct à la radio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Demain, c'est le grand McDon. Savez-vous qui vous aide? Ça s'adresse aux parents d'enfants malades. On a eu un petit garçon, un extrême prématuré. On a une chance extraordinaire d'être au manoir. T'as ta chambre, ta cuisine, c'est tranquille. Si on n'est pas ça, on n'y arriverait pas. Chaque année, 30 000 familles sont accueillies durant le traitement de leur enfant à l'hôpital. Achetez un Big Mac, un joyeux festin ou une boisson McCafé chaude et nous remettrons $1 au manoir Ronald McDonald. Demain, passez nous voir. Le Centre d'action bénévole de Sept-Îles, le CAB, tient à aviser la population qu'il est déménagé au 690 Boulevard L'Or, local 112.1. Vous pouvez nous joindre au même numéro de téléphone, le 962-5751. Le Centre d'action bénévole de Sept-Îles vous attend dès le 1er mai au 690 Boulevard L'Or, local 112.1. Pour toute information, 962-5751. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va faire un retour sur le gala de la Chambre de commerce de Sept-Îles. C'était la 27e édition. Ça a eu lieu samedi soir à la salle Jean-Marc Dion. Paul Lavoie, le directeur de la Chambre de commerce, est avec nous pour nous en parler. Bonjour Paul. Bonjour Jean. Une bonne ambiance samedi. C'était une soirée agréable. Le milieu des affaires était réuni à la salle. Tout à fait. On est vraiment contents. C'était une ambiance du tonnerre. Il y avait évidemment le milieu des affaires, mais aussi nos partenaires des organismes à but non lucratif qui étaient là. On est très satisfait de la formule. Ça a donné quelque chose de rapide, de vivant, et je pense que tout le monde est ressorti de là complètement comblé. D'autant plus que cette année, là, on avait beaucoup de dossiers de candidatures à évaluer. Le gala de la Chambre de commerce, ça revient une fois aux 2 ans. On a été surpris cette année là de l'envergure de tout ça. C'est qu'on a fait un appel à tous avant, quand on a lancé les candidatures, parce qu'on voulait être certain justement d'avoir un beau bassin de candidatures, et de façon très honnête, je vais le dire, on s'attendait pas à avoir autant de réponses. On a eu au-delà de 50 dossiers qui sont arrivés, donc énormément de travail pour nos 3 jurys qui ont fait un travail de maître. Je les remercie d'ailleurs. Mais donc là, on a senti un engouement pour le gala, pour la formule aussi. Donc les gens ont participé en grand nombre et on est très fiers de ça. Mm-hmm. Est-ce que il y a un paradoxe là-dedans, quoi? Ça fait quand même 2 ans qu'on parle de ralentissement économique. On le vit dans vos commerces. On a posé dans les derniers mois plusieurs gestes là concrets pour montrer l'urgence de la situation à Sept-Îles. En même temps, on a un gala, il y a plein de monde. Le milieu économique a le goût de fêter un peu, là. Écoute, il y a peut-être un paradoxe, mais en même temps, quand c'est difficile, quand tu rushes de plus en plus, quand tu travailles de plus en plus fort, si quelqu'un te donne une occasion de dire, OK, à soir, on oublie tout ça, puis on fête les choses qui vont bien, moi, je pense en fait que les gens ont encore plus envie de fêter dans ce temps-là. C'est sûr que, tu sais, on sort un petit peu du contexte, on sort un petit peu de la réalité qui est difficile tous les jours, et ça fait du bien à nos gens, puis il faut le célébrer aussi, parce que oui, c'est difficile, mais ça veut dire que les entreprises qui réussissent à se maintenir ou même à croître dans ce contexte-là sont encore plus, c'est encore plus important de les fêter. Donc je pense qu'il y avait cette ambiance-là aussi qui était là. Effectivement. Je pense qu'une reconnaissance, c'est important en tout temps. Là, on va garder ça à tous les 2 ans, un gala pour reconnaître les bons coups de nos entreprises. On l'a vu par les résultats, là, entre autres Pavage Béton TC, oui, qui a fait une grande réalisation au niveau environnemental en 2016. Donc au gala, on a reconnu ce genre de choses-là. Oui, tout à fait. Pavage Béton TC a remporté 4 prix au total, dont le prix d'entreprise de l'année. Écoute, avec le projet qu'ils ont fait de leur nouvelle usine d'asphalte qui recycle l'asphalte ancienne et qui passe plus de 200 000 litres d'huile usée par les grandes entreprises autour de cette île par année pour faire le chauffage de cette usine-là. Je pense qu'on avait une entreprise qui a lancé un projet majeur qui réduit ses coûts tout en étant de plus en plus vert. Alors c'était quelque chose à souligner. Il paraît qu'il était très comique, l'Angis Saint-Gelais là. C'est un gars de party, semble-t-il. Là, ça a créé de l'ambiance. D'ailleurs, t'as co-animé avec Émilie Paquette, l'ancienne directrice de la Chambre, qui est maintenant chez Mines Arnaud. C'était une soirée pour s'amuser aussi, hein? C'est tout à fait ça. Écoute, on n'est pas obligé de faire du grand protocolaire dans tous les événements. Alors évidemment, il y a une partie protocolaire à respecter. On l'a fait et les gens, je
tiens à souligner que Monsieur le maire de Sept-Îles et Madame la députée du Duplessis, Lorraine Richard, ne nous ont pas fait des discours plates et peu inspirants. Ça a été très le fun. On a parlé des expériences en affaires et de comment que les gens d'affaires étaient importants pour la communauté. Donc, ça a été une soirée un peu sur un ton léger, qui était vraiment ciblée pour célébrer les succès des gens d'affaires. Et tu parlais de Langis Saint-Gelais. Effectivement, il était effectivement très touché de tous les prix qu'il a reçus. Il avait préparé, il pensait peut-être en recevoir 2, fait qu'il avait préparé 2 feuilles de remerciements. Finalement, il est monté 4 fois et à chaque fois, on le sentait de plus en plus heureux. Et effectivement, l'ambiance a été bon enfant toute la soirée. On était très contents de ça. Rappelle-nous donc, Paul, la symbolique, là, ce qu'on leur remettait à nos gens d'affaires qui est méritant là cette fin de semaine, c'est des météores. Oui. C'était nouveau en 2015, hein? Dominique Girard, ta collègue à la Chambre, Émilie Paquette qui était là à l'époque, en était très fière de nous les montrer. Les météores, c'est la roche de Mine-Arnaud, c'est ça? C'est de l'apatite? Ben non, écoute, on n'est pas nécessairement dans la roche de Mine-Arnaud. Évidemment, Mine-Arnaud était notre partenaire présentateur, mais les météores ont fait aussi un peu référence, par exemple, aux étoiles filantes. T'sais, dans le fond, okay. C'est les roches qui sont les plus brillantes dans le ciel. Donc, on voulait signifier que c'est des gens qui ressortent parmi les autres. Donc, c'est vraiment par rapport à ça, les météores. Mm-hmm. On peut en mentionner d'autres. Hein? Il n'y a pas seulement Pavage Béton TC qui a été honoré. Je pense qu'il y avait une quinzaine, même 17 prix météores qui ont été remis samedi soir à Sept-Îles. En fait, 10 prix météores qui ont été remis parmi les catégories qui ont été jugées dans le jury. Puis il y a aussi les autres, c'est des mentions qui sont octroyées par le jury parmi les dossiers qui ont vérifié. Et le dernier prix, c'est le prix entreprise de l'année. Donc, tout ce qui est mention, il y a 6, par exemple, service à la clientèle, persévérance scolaire, entreprise coup de cœur. Il y a Isabelle Ross du Pop Saint-Marc qui a gagné personnalité de l'année. Donc, c'est plus des mentions qui sont octroyées par le jury de façon un petit peu plus indépendante par rapport au dossier qu'ils voient. Et aussi, on a rendu un hommage à Maître Luc Dion pour l'ensemble de son œuvre en tant que développeur économique à Sept-Îles. Donc, le 17e prix, c'était en fait un hommage à Luc Dion. On l'a fait monter sur scène avec plusieurs personnes du milieu du développement économique sur lesquelles lui a eu une influence et avec qui il a travaillé. Bon, on aurait pu y faire un bien cuit, hein, tellement d'années d'implication. On pense entre autres au dossier Mine-Arnaud. Luc en a parlé d'ailleurs, là. C'est le petit bébé de Luc Dion puis de développement économique Sept-Îles, un dossier qu'on chérit depuis tant d'années. Tout à fait, mais c'est beaucoup plus large que Luc Dion et développement économique Sept-Îles, le projet de Mine-Arnaud, sauf qu'évidemment, ça a été beaucoup ça dans les dernières années, mais l'implication de Maître Dion a tellement été plus large que ça. On parle de SM3, on parle de Alouette, on parle dans le fond, il y a une œuvre immense qui a été faite par Maître Dion, de façon, on le rappelle, complètement bénévole pendant ces 25 dernières années-là. C'est un homme qui a une carrière qui est extrêmement demandante et qui a donné beaucoup de temps au milieu économique, donc c'était important pour nous de reconnaître cet apport-là. Paul Lavoie, je vois qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont embarqué dans le gala des entreprises de Sept-Îles 2017, là, des entreprises majeures. Je pense qu'on va chercher nos gros joueurs de l'économie à Sept-Îles. D'ailleurs, les prix qui ont été gagnés cette fin de semaine s'appellent Mine-Arnaud, Jeune Chambre, Développement économique, Aluminerie Alouette, Mallette, Construction RIC, Hydro-Québec. Donc, on a beaucoup de partenaires autour de ça. Tout à fait. On est allé chercher, là, en fait, on parle des partenaires qui ont la plus grande contribution, mais on a au-delà d'une 50aine de partenaires qui ont donné soit du temps, soit dans le fond, ce qu'on appelle des contributions en nature, du matériel, ou carrément qui ont donné de l'argent. Et on a cru bon de les remercier, par exemple, en nommant, comme tu dis, la liste des prix. Ben, il y a des prix qui portent à leur nom pour chaque catégorie. Écoute, on est à Attraction Radio. Ce serait, je voudrais souligner qu'Attraction Radio, entre autres, a remis le prix dans la catégorie bioalimentaire. Le Nord-Côtier aussi en a donné un. Donc, chacun de ces partenaires importants-là s'est vu octroyer, dans le fond, l'honneur de remettre un prix au Météor. Bon. En terminant, Paul, c'était comme une petite pause où on fête finalement, on reconnaît les bons coups des 2 dernières années à Sept-Îles. Maintenant, on était plutôt en mode, on se retrousse les manches là, dans le milieu des affaires depuis quelques semaines. On y revient pour le reste du printemps. À ton avis, c'est quoi le niveau d'optimisme, pessimisme actuellement? Je vois encore le niveau, là, le prix du fer qui baisse malheureusement sur les marchés mondiaux. Est-ce que ça va retarder la réouverture de la mine Bloom? Mine-Arnaud, il y a encore
beaucoup de choses qui se passent, qui se discutent avec l'arrivée d'un troisième partenaire. Vous avez quand même, vous êtes beaucoup impliqué à la Chambre avec l'événement de la semaine dernière des gens, oui, Amine Arnaud, le collectif Sept-Îles Agir Avenir. On est encore en train de se retrousser les manches dans le milieu des affaires, là. Ben, il faut absolument se retrousser les manches parce que le contexte, tu l'as bien décrit, le contexte est assez difficile et il est encore incertain, particulièrement en ce qui a trait au prix du fer, ce qui veut pas dire qu'il faut pas se préparer à une éventuelle relance. Donc, je tiens à spécifier que les citoyens pour Ménarneau, c'est pas un bébé de la Chambre de commerce. Nous, on les supporte évidemment, mais c'est un comité qui est indépendant. Le collectif Sept-Îles Agir Avenir, on a une place là-dedans. Mais oui, écoute, c'est important, je pense, c'est de l'implication citoyenne. C'est important que les gens se regroupent et fassent les choses qu'il faut pour que nos entreprises soient prêtes pour cette relance-là. Le danger est là, c'est qu'il faut qu'on arrête de se dévitaliser et qu'on puisse se rendre à cette fameuse relance qui, on l'espère, devrait arriver dans les prochains mois ou on espère pour 2017 ou 2018. Ce dont on a besoin en fait, c'est d'être prêt et d'avoir tous les outils en main pour la relance. Donc le milieu des affaires, on peut dire, si on avait un tableau là, un peu comme l'indice d'inflammabilité de la Sopfeu par exemple, avec une flèche d'optimiste à pessimiste, on serait quoi, à mi-chemin entre les deux ou? Écoute, là, faudrait que tu appelles chaque entrepreneur pour leur poser la question, sauf que je pense que tu peux pas te lancer en affaires si t'es pas un optimiste naturel. Ce qui veut pas dire que la situation est pas difficile, mais une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est de voir les opportunités plus que les difficultés. On est toujours dans ce mode-là, sauf qu'évidemment, présentement, les difficultés sont très grandes, sauf qu'on a des entrepreneurs de talent avec beaucoup de volonté, puis la Chambre de commerce est là pour les supporter. Le mot qu'on a entendu le plus souvent dans les dernières semaines, provenant des gens d'affaires, c'est l'urgence, là. Oui. Ce printemps, on sent l'urgence et on aimerait avoir une annonce économique majeure. On l'espère. Écoute, il y a des choses qui se mettent en branle. On a au Lac Bloom qu'il y a des choses qui se passent. On espère de ce côté-là. Ménarneau, en tout cas, ça se brasse. J'ai pas malheureusement d'informations privilégiées de ce côté-là, mais t'as nommé toutes les choses qui peuvent arriver. Mais évidemment, même si tout est annoncé aujourd'hui, les jobs puis les contrats vont arriver à moyen terme. Fait qu'effectivement, il faut qu'on ait quelque chose à court terme. Puis c'est un peu là-dedans qu'on travaille pour que nos entreprises en fait, aient encore les reins assez solides pour pouvoir aller sur les contrats et faire travailler leurs gens une fois que ces contrats-là, qu'on espère tant, vont être débloqués. Mais Paul Lavoie, bravo à toi et à toute ton équipe pour l'organisation du gala samedi soir à la salle Jean-Marc Dion. C'était une belle occasion de fêter les réussites de nos gens d'affaires. On se prépare déjà pour un autre gala dans 2 ans. Hein? Ça va rester quelque chose de biannuel, c'est ça? Je pourrais pas si bien dire. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui aujourd'hui même avait la mission de me produire un cahier de charges pour le gala dans 2 ans, je veux déjà commencer à le préparer. Bon. Un gros merci également pour l'entrevue radio. Paul Lavoie, je rappelle que tu es directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Merci beaucoup. Merci à toi. Attitude. La vente Expo Rabais BMR Lormat. C'est l'Expo Rabais BMR Lormat. Et pour l'événement, profitez du plancher flottant à partir de seulement 75 cents du pied carré et des tuiles de céramique fabriquées en Italie à partir de seulement 50 cents du pied carré. En plus, les produits DeWalt seront en promotion pour la durée de l'événement. Profitez des représentants qui seront sur place pour de bons conseils et des économies. Mais n'oubliez pas, ça ne dure que 3 jours seulement, les 4, 5 et 6 mai chez BMR Lormat du 824 Boulevard L'Or à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, pour conclure l'émission, on va parler entre autres de l'envol Maison de la famille, d'une conférence qui a lieu la semaine prochaine sur la stimulation par le jeu et du programme, comment ça s'appelle, Ensemble pour un bon départ. Ah, regarde, tu l'as direct dessus, t'aurais ton morceau de robot, mon cher Jean. Et on reçoit en studio Christelle Savard de la Maison de la famille, l'envol Maison de la famille. Bonjour. Bonjour, bonjour. Une belle conférence sur le jeu, l'importance du jeu dans le développement des tout-petits, par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gagné, qui est professeur au Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et de la famille. Quand c'est grand de même, normalement, c'est des sommités. C'est qui ce monsieur-là? Ben, en fait, nous, on l'a rencontré quand il y a eu, en tout cas, un événement national au niveau d'avenir d'enfants, donc le forum Tous pour eux.
Puis on était une délégation de la Côte-Nord qui était là, puis on est tous tombés sur le charme de ce monsieur-là qui a un nom à peu près de 10 pieds de long. Ouais, c'est ça. Par contre, super intéressant. La façon qu'il amène le sujet, c'est comme si on avait une discussion, c'est des anecdotes. Il parle d'enfants, il se met dans une situation de jeu, puis autant qu'il nous donne comme de la théorie, si je peux dire, il va nous donner qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant, qu'est-ce qui est en train de se créer. Fait que c'est hyper intéressant. Et là, on parle du jeu avec les tout-petits. À qui ça s'adresse, cette conférence-là? Aux parents? Aux gens qui travaillent avec des enfants? À qui ça s'adresse? À tout le monde. Okay. Ça peut être une grand-maman qui veut en apprendre plus sur la stimulation précoce par le jeu, parce que ça peut être une éducatrice en milieu de garde. Tout le monde joue avec les enfants, que ce soit il y a un oncle, une tante, les grands-parents. C'est tout l'entourage de l'enfant, finalement. C'est un monde qui a changé quand même, hein, aujourd'hui, avec les jeux électroniques. Même pour les enfants, il y a des commodités électroniques qu'il n'y avait pas dans mon temps, là. J'imagine qu'il inclut ça, le monsieur, là. Il est moderne, là. Oui, c'est sûr, mais c'est beaucoup comment je pourrais dire, c'est vraiment le fait de revenir à la base, que ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est ça. Tu sais, là, on est quasiment, les parents se prennent quasiment pour des moniteurs de terrain de jeu. Ça n'a pas besoin d'être aussi gros que ça. Puis de voir qu'est-ce que ça fait quand on laisse les enfants jouer ensemble aussi. On n'est pas obligé toujours d'être en animation. Les enfants se créent un monde, se développent à travers cette interaction-là. Fait que c'est intéressant de l'entendre là-dessus aussi. Juste laisser les enfants fouiller dans nos armoires de cuisine avec des spatules puis des plats Tupperware, là. On est capable de les occuper pendant un méchant bout. Cette conférence-là, il me semble, c'est assez rare du côté de l'envol des conférences. Est-ce que c'est une tangente qu'on décide de prendre quand on a l'occasion de faire venir des gens ici? Ben en fait, nous dans le fond, c'est parti de la table de partenaires d'Ensemble pour un bon départ, qui est le projet local d'avenir d'enfants. C'était quelque chose qu'on remarquait comme besoin. Okay. Fait que ce qu'on voulait faire, c'est vraiment avoir quelqu'un qui puisse venir aborder le sujet, mais de façon simple et conviviale, de vraiment être capable de toucher tout le monde, autant les intervenants en CIS ou au niveau de la protection de la jeunesse que la grand-maman qui veut en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe quand mon enfant joue, qu'est-ce qu'il développe, qu'est-ce qui va chercher à travers ça. Puis c'est vraiment la bonne personne. Je vous dis, on était à peu près une quinzaine, on est tombé en amour, là. Vraiment. Et là, c'est une belle occasion parce que la conférence, elle est planifiée 1 heure. Oui. Donc, c'est pas, là, j'ai pas 2h30 à aller masser puis à écouter quelqu'un. 1 heure, on peut en apprendre beaucoup. Oui. J'imagine qu'il sera disponible pour discuter par après, mais 1 heure, puis on est capable d'en apprendre beaucoup. Oui, effectivement. C'est bien que les enfants jouent. On va apprendre comment les enfants peuvent se développer. Mais c'est bon pour les adultes aussi de jouer avec les enfants? Ben, totalement. C'est que pour l'enfant, c'est sa façon d'entrer en interaction avec le monde qui l'entoure. Autant ses pairs, les autres enfants, que son éducatrice, que les parents, que tout son entourage finalement. Fait que tout se passe à travers le jeu. Nous, on va aller prendre un verre, on va aller à un 5 à 7, mais l'enfant, ça se passe à travers le jeu. Et c'est à quel moment, là? C'est la semaine prochaine, cette conférence-là? Donc, c'est mardi prochain, le 9 mai. C'est à 19h au Centre des Congrès. Là, on dit 1 heure. Je veux avertir les gens. Monsieur Gagné, Monsieur Jean-Pierre Gagné est très verbomoteur. Ouais. Donc, si ça se pourrait, si vous avez une gardienne à la maison, peut-être prévoir un 15 minutes de jeu. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui en donne beaucoup, qui aime énormément ce qu'il fait, puis ça paraît, mais des fois, on déborde un petit peu. C'est le fun d'échanger aussi par la suite là, sur nos réalités, sur certains exemples avec nos enfants, ou si on veut lui poser quelques questions. Totalement. Je suis sûr qu'il sera disponible pour ça. Il faut le dire, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée. Puis par la suite, si vous voulez jaser avec lui, je suis convaincue que ça va lui faire extrêmement plaisir. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook. Fait que pour des gens là qui d'ici là auraient des questions, voudraient avoir vraiment ça planifié dans leur peut-être leur calendrier Facebook. Maintenant, de plus en plus, on a nos activités qui nous rappellent là-dessus. C'est quoi le nom de l'activité? La conférence s'appelle Conférence jouer d'île en île. Donc d'île en île paraît comme 7 îles, donc ça sera facile de trouver. Donc on le rappelle, c'est mardi prochain, le 9 mai, de 19h à 20h au Centre des Congrès de Sept-Îles. Avant que tu nous quittes, j'aimerais revenir là, le fameux regroupement, c'est Avenir d'enfants. C'est Ensemble pour un bon départ, et c'est le projet local d'Avenir d'enfants. Mais Avenir d'enfants a participé là via le Salon du livre de la Côte-Nord à remettre des livres. J'aimerais que tu nous le rappelles un petit peu. Ben en fait, c'est encore là, c'est notre regroupement local. Oui, c'est ça. Dans le fond, à travers
travers le Salon du Livre, on a organisé des animations pour tous les 0-5 ans. Donc, tous les CPE, on a eu des milieux familiaux aussi qui sont venus assister. Puis par la suite, les auteurs extrêmement généreux sont venus avec nous remettre un livre en main propre aux enfants dans les CPE. Donc, ça, c'est génial. Tous les enfants ont reçu un livre. Ça, c'est un beau cadeau pour aider, autre que par le jeu, par la lecture, le développement des enfants. Félicitations pour toutes vos actions que vous faites. Soyez nombreux à cette conférence de mardi prochain. Christelle Savard de l'Envol Maison de la Famille pour le programme Ensemble pour un bon départ. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Et oui, c'est la même Christelle Savard qu'on entend parfois chanter dans plein d'événements. Elle sera d'ailleurs au tournoi Orange cette fin de semaine. Et elle revient nous en parler, je pense, jeudi midi à Côte-Nord Attitude. On aura une émission spéciale sur le tournoi Orange qui commence, demain soir. Hein? On est mardi, c'est ça, demain soir? Jeudi. Il y a sûrement des matchs demain soir. Ah, peut-être. Je sais qu'ils sont en train de monter les terrains. Moi, je m'en vais rejoindre justement Mathieu Brien là, qui s'offert à monter tout ça. Je vais parler avec lui cette semaine à connecter de technologie, tout ce qui est technologique autour du tournoi Orange, le site web, les réseaux sociaux. Puis dans les dernières années, on a vu l'apparition de tablettes pour les officiels. Je vais lui parler de tout ça. Et vous filmez les finales toujours à Cogeco TV? Oui, exactement. Donc les finales hommes et femmes qui vous seront diffusées dans les prochaines semaines. Mais sinon, rendez-vous là au tournoi Orange, tout le temps le fun. Bon. Et demain, c'est Valérie Dionne qui sera avec nous à Côte-Nord Attitude.